La lumière chaude et dorée inondait le loft. Depuis les enceintes murales, discrètes et parfaitement intégrées au mur en béton brut, s'écoulait un jazz feutré. À peine un murmure. Sur la grande table en chêne massif, les plats préparés par Éléonore formaient une nature morte impeccable. C'était l'anniversaire de sa mère, Martine. Ma belle-mère. Une petite fête intime. Comme nous les aimions. Martine n'arrêtait pas de complimenter l'appartement. Cet espace que j'avais conçu comme le manifeste de ma propre existence. L'univers que tu as créé, Julien. C'est vraiment magnifique. C'est si pur. Si lumineux. Elle disait cela avec un sourire sincère, rempli de fierté. J'ai hoché la tête. Un sourire poli dessiné sur mes lèvres. Tandis que mon regard balayait les deux personnes assises en face de moi. L'une était ma femme. Ma sublime Éléonore. L'autre, mon demi-frère. Léo. Éléonore semblait légèrement tendue. Ses doigts fins jouant avec le pied de son verre à vin. Léo. Lui. Paraissait mal à l'aise. Son regard fuyant sans cesse vers les grandes baies vitrées qui donnaient sur la Seine. Une tension étrange, presque imperceptible, flottait dans l'air. Et j'étais le seul à la sentir. Le seul à savoir ce qui pourrissait sous la surface parfaite de ce dîner. Je me suis levé lentement. Mon verre à la main. Tous les regards se sont tournés vers moi. Martine. Joyeux anniversaire. Et ce soir, j'ai aussi quelque chose à vous annoncer. À vous tous. J'ai souri. Mais je savais que ce sourire devait sembler horriblement froid. Déformé. Pour aujourd'hui. Pour cette occasion, j'ai préparé un cadeau très spécial. Pour Éléonore. Et pour Léo. À mes mots, j'ai vu les épaules de ma femme tressaillir. Léo a retenu son souffle. Son corps s'est figé. Seule Martine me regardait avec des yeux brillants d'anticipation. Ignorante de tout. Oui. C'était cela. C'était le dernier acte de la pièce que j'avais moi-même écrite. Le début de la fin du monde parfait que j'avais mis toute ma vie à construire. Quelques semaines plus tôt, mon monde était encore un chef-d'œuvre d'ordre et de perfection. Je m'appelle Julien Dubois. 35 ans. Architecte. J'aime quand les choses sont logiques. Ordonnées. Planifiées. Je crois que la vie, comme les bâtiments que je conçois, doit posséder une structure élégante et une fonctionnalité irréprochable. Notre appartement est un loft dans le 13e arrondissement de Paris. Un quartier moderne, en pleine mutation, qui surplombe la Seine. Je l'ai dessiné moi-même. Et il est le reflet de ma philosophie. De grandes baies vitrées pour laisser entrer un maximum de lumière. Aucun ornement superflu. Un design minimaliste. Des lignes épurées. Du béton brut. Du verre et de l'acier. C'était ma définition de la beauté. Et au centre de cet espace immaculé, il y avait toujours eu Éléonore. Nos matinées commençaient invariablement à la même heure. Cette heure précise. L'arôme de l'espresso que je préparais marquait le début silencieux de la journée. Bonjour. Julien. Sa voix douce résonnait dans mon dos alors que j'étais face à la machine à café. En me retournant, je la voyais, magnifique dans son pyjama en soie. Un léger sourire aux lèvres. Elle a 2 ans de moins que moi. 33 ans. Elle tient une petite boutique de fleurs dans le Marais. Un lieu charmant qui lui ressemble. Bonjour. Éléonore. Bien dormi? Très bien. L'odeur de ton café m'a réveillée. Elle disait cela en prenant la tasse que je lui tendais, l'enveloppant de ses 2 mains.
Chacun de ces gestes me paraissait être une œuvre d'art. Une chorégraphie maîtrisée. Nous nous asseyons à la table de la salle à manger pour notre petit déjeuner. Un croissant frais de la boulangerie du coin. Un simple bol de fruits. Dehors, les herbes aromatiques qu'Éléonore cultivait sur le balcon brillaient sous la rosée du matin. Nos conversations étaient toujours calmes. Le programme de la journée? La météo. Les nouvelles livraisons de fleurs pour sa boutique. Jamais de disputes violentes. Jamais de désaccords passionnés. Notre mariage était le plan que j'avais dessiné. Précis. Sans faille. Et magnifique. Le mois prochain, nous allions fêter notre 5e anniversaire de mariage. Pour la surprendre, je préparais un cadeau en secret. Moi, l'architecte, je dessinais mon premier bijou. Une broche. Son design représentait 2 feuilles de ginkgo entrelacées. Un symbole de longévité et d'amour. En platine. Serti d'un minuscule saphir bleu. De la couleur exacte de ses yeux lorsqu'elle est heureuse. Cela irait parfaitement avec sa peau diaphane. Entre 2 projets. Dans le silence de mon bureau. Je travaillais sur le croquis. Les doigts qui traçaient les lignes sur la tablette graphique étaient aussi calmes et précis que d'habitude. Mais au fond de ma poitrine, une chaleur douce m'envahissait à l'idée de voir son visage s'illuminer. Éléonore était la poutre maîtresse dans le grand édifice de ma vie. Sans elle, cet appartement ne serait qu'une boîte de béton froide et sans âme. C'est là que Léo est entré en scène. Comme il le faisait souvent. Sans prévenir. Il est mon demi-frère. De 8 ans mon cadet. Le fils que mon père a eu après avoir quitté ma mère. Photographe indépendant. Il vivait dans une sorte de chaos bohème qui était l'antithèse de mon existence. Il est apparu un après-midi. Alors qu'Éléonore et moi lisions dans le salon. Salut vous deux. Je passais dans le coin. Son sourire était charmeur. Mais ses yeux trahissaient toujours une faille. Un mélange de jalousie et d'admiration mal digérée à mon égard. Éléonore a immédiatement illuminé. Léo. Quelle bonne surprise. Assieds-toi. Je te fais un café? Elle était toujours particulièrement douce avec lui. Elle disait qu'il lui faisait de la peine. Avec son air d'artiste maudit et son compte en banque toujours à sec. Léo. Il faut qu'on prenne soin de lui. Il n'a personne d'autre? Me disait-elle souvent. Je voyais cela comme une simple compassion. Une gentillesse de belle-sœur. Ou plutôt, je choisissais de le voir ainsi. Ce jour-là, il nous a montré ses dernières photos. Des portraits en noir et blanc. Intenses. Pris dans les rues de Paris. Éléonore était fascinée. C'est magnifique. Léo. Tu as tellement de talent. Tu captures l'âme des gens. Léo a souri. Un vrai sourire cette fois. Presque timide. Puis son regard s'est tourné vers moi. Attendant mon verdict. C'est un bon travail? Ai-je dit. Sincèrement. La composition est intéressante. Intéressante? A-t-il répété. Une pointe d'ironie dans la voix. Venant du grand Julien Dubois? Je suppose que c'est un compliment. Ton univers est si parfait. Parfois un peu froid. Non. Je n'ai pas relevé. C'était sa manière de me provoquer. De chercher la faille dans mon armure de perfection. Éléonore a senti la tension et a rapidement changé de sujet. Lui parlant de nouvelles variétés de pivoine qu'elle venait de recevoir. Alors qu'il partait, il a fait la bise à Éléonore. Un geste normal. Mais il a laissé sa main s'attarder une seconde de trop sur sa taille. Et j'ai vu. Ou j'ai cru voir. Un échange de regards entre eux.
Une étincelle. Une chose fugace. Silencieuse. Que je n'ai pas su interpréter. J'ai mis cela sur le compte de ma fatigue. De la pression d'un nouveau projet. J'ai chassé cette image de mon esprit. Parce que dans mon monde, les fissures n'existaient pas. Tout était solide, calculé et éternel. Quelques jours plus tard, ce fut le début de la fissure. Une fissure si fine au début que j'aurais pu la confondre avec une ombre. C'était un mardi matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner. La lumière douce filtrait à travers les grandes baies vitrées, dessinant des rectangles lumineux sur le parquet en chêne clair. Éléonore semblait un peu ailleurs, remuant distraitement sa cuillère dans son bol de fruits. « Je vais peut-être rentrer un peu tard ce soir ?» dit-elle sans me regarder. « J'ai un dîner avec Chloé. Une amie de l'école d'art. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« D'accord. » ai-je répondu, sans y prêter plus d'attention. « Amuse-toi bien. » Je respectais son indépendance. Je croyais qu'une relation parfaite reposait sur un équilibre subtil entre la proximité et l'espace personnel. Nous n'étions pas de ces couples qui s'étouffent mutuellement. Notre amour était comme mon architecture, élégant, avec des espaces pour respirer. Ce soir-là, j'ai terminé mon travail plus tôt que prévu. Un concours que je préparais venait d'être reporté. J'ai quitté mon agence, sentant une légère excitation à l'idée de surprendre Éléonore. Peut-être pourrions-nous juste nous asseoir et écouter de la musique? Ou regarder un vieux film en noir et blanc? Comme nous aimions le faire. Quand je suis rentrée, l'appartement était plongé dans le silence et l'obscurité. D'habitude, même en son absence, elle laissait une petite lampe allumée. Une présence douce qui m'accueillait. Ce soir, il n'y avait rien. Juste le bruit lointain de la circulation parisienne. J'ai ressenti une pointe de solitude, ce qui était inhabituel pour moi. J'ai allumé les lumières du salon et j'ai retiré ma veste. En passant par la cuisine pour me servir un verre d'eau, je l'ai vu. Son téléphone, posé sur le plan de travail en granit noir. C'était étrange. Éléonore ne se séparait jamais de son téléphone. Je l'ai pris en main. L'écran s'est allumé, affichant une notification. Je n'avais aucune intention de lire. Vraiment aucune. La confiance était la pierre angulaire de notre relation. Mais le nom de l'expéditeur et les premiers mots du message ont sauté à mes yeux, s'imprimant sur ma rétine comme une brûlure. L'expéditeur était Léo. Le message disait « J'ai encore le goût de tes lèvres ». C'était incroyable. À quand la prochaine? La suite n'était pas visible. Mais ce court extrait était amplement suffisant. Mon cœur s'est contracté, comme si une main glacée venait de le broyer. Un son sec et douloureux. J'ai senti tout le sang de mon corps refluer vers mes pieds, me laissant vide et froid. Léo. Mon frère. Ce garçon qui avait toujours vécu dans mon ombre, me regardant avec ce mélange de dédain et d'envie. Il venait de temps en temps chez nous, tel un chat errant. Buvait le thé qu'Éléonore lui préparait avec une infinie patience, et repartait après s'être plaint de ses clients ou de ses amours compliqués. Et Éléonore s'inquiétait toujours pour lui. Ce pauvre Léo. Il a l'air si perdu. Je me demande s'il mange à sa faim, disait-elle souvent. Je pensais que c'était de la pitié. Une simple affection fraternelle par procuration. J'avais besoin de le croire. Mes mains tremblaient lorsque j'ai reposé le téléphone sur le plan de travail. Mon esprit était une page blanche. Une erreur. Ce devait être une erreur. Un malentendu. Peut-être que Léo avait envoyé ce message à la mauvaise personne. Ou peut-être qu'il y avait un contexte que j'ignorais.
Une blague entre eux? Oui. Ça devait être ça. Je me suis forcée à raisonner. Pense logiquement. Julien. Ne tire pas de conclusions hâtives. Ce n'est pas ta méthode. Tu es un architecte. Tu te bases sur des faits. Des plans. Des calculs. Pas sur des spéculations. Mais la graine du doute, une fois plantée, a commencé à germer à une vitesse terrifiante dans l'obscurité de mon esprit. Elle a étendu ses racines, empoisonnant chacune de mes pensées. Cette nuit-là, Éléonore est rentrée bien après minuit. Pardon? Julien. La conversation n'en finissait plus. On avait tant de choses à se raconter. Elle avait les joues roses. Un éclat de joie dans les yeux. Elle semblait heureuse. Son sourire était le même que d'habitude. Mais pour la première fois, j'ai eu l'impression de voir quelque chose d'autre derrière. Une chose dissimulée. Et j'ai senti sur elle un parfum que je ne lui connaissais pas. Un parfum musqué. Masculin. Vraiment? C'est bien. Ai-je réussi à répondre? Ma voix étonnamment stable. C'était un miracle qu'elle n'ait pas tremblé. À partir de ce jour, mon monde a commencé à grincer. Silencieusement, mais inexorablement. Je ne l'ai pas confrontée. Si je me trompais, j'infligerais une blessure irréparable à notre relation parfaite. Je connais la résistance des matériaux. Je sais aussi à quel point une seule fissure peut compromettre toute la structure. Alors, j'ai décidé d'observer. De recueillir des preuves. D'attendre d'avoir la certitude absolue. Je suis devenu un mari encore plus attentionné. Je l'emmenais dîner dans ses restaurants préférés. Je lui achetais des fleurs, une ironie cruelle chez un concurrent. Pour ne pas la vexer. Quand elle semblait fatiguée, je lui préparais une tisane sans qu'elle ait à le demander. Mes actions semblaient la déconcerter un peu. Mais elle souriait. Visiblement touchée. Qu'est-ce qui t'arrive? Julien? Tu es si prévenant en ce moment. Je suis comme d'habitude. Ai-je menti? C'est juste que notre anniversaire approche. Je lui ai caressé les cheveux. Elle a fermé les yeux, savourant le contact. En la regardant si vulnérable. Si belle. Mon cœur s'est serré. Et si tout cela n'était qu'un fantasme hideux de ma part? Cette femme adorable. Pouvait-elle vraiment me trahir? Mais plus j'essayais de me convaincre de son innocence, plus les petites anomalies me déchiraient l'esprit. Son téléphone était désormais systématiquement verrouillé par un code. Ce n'était jamais le cas auparavant. Quand j'étais dans le salon, elle allait sur le balcon pour passer des appels à voix basse. Si je demandais qui c'était, la réponse était toujours la même, c'est pour la boutique. Et puis, la fréquence des visites de Léo a augmenté. Il venait toujours en pleine journée, quand il pensait que je n'étais pas là. Un jour, alors que je travaillais depuis la maison, la sonnette a retenti. Sur l'écran de l'interphone, j'ai vu son visage. Salut. Frangin. J'étais dans le coin. Je me suis dit que j'allais passer. Son sourire était crispé. Éléonore a eu l'air surprise un instant, avant de composer un sourire radieux pour l'accueillir. Léo. Entre donc. Je venais juste de me faire un thé. La conversation à trois était empreinte d'une gêne palpable. Léo n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil furtifs dans ma direction, comme pour jauger ma réaction. Éléonore, elle, s'efforçait de trouver des sujets de conversation légers. Je faisais semblant de ne rien remarquer, hochant la tête à leurs paroles vides de sens. Il y avait un courant invisible entre eux. Une complicité secrète qui m'excluait.
Mon propre salon. Cet espace que j'avais conçu pour être un havre de paix et de lumière me semblait soudain aussi étouffant qu'une cellule. Le doute n'était plus un doute. Il se transformait lentement en une certitude glaciale. Mais il me manquait la preuve définitive. Ma fierté d'architecte m'interdisait d'agir sur la base de simples conjectures. Je devais obtenir la preuve irréfutable. Le document qui exposerait leurs mensonges de manière implacable. Quelque chose en moi commençait à se briser. Silencieusement. Le bruit de la magnifique structure que j'avais bâtie avec amour et confiance, qui se corrodait de l'intérieur. Et j'étais le seul à entendre ce son. Le seul à regarder. Avec un calme terrifiant. Cette lente démolition. Tout en commençant déjà à dessiner les plans de la suite. Les plans de la déconstruction la plus belle. Et la plus cruelle. De ce bâtiment qu'on appelait mon mariage. Depuis ce jour, notre appartement était devenu un champ de bataille silencieux. Je jouais le rôle du mari aimant et ignorant. Il jouait le rôle de la belle-sœur attentionnée et du beau-frère sympathique. Nous portions tous des masques parfaits, scrutant l'autre, essayant de deviner ses pensées. Mais j'étais le seul à savoir que le scénario était sur le point d'être réécrit. Par moi. En surface. Ma routine n'a pas changé. Le matin, je préparais le café. La journée, je me plongeais dans mon travail. Le soir, je partageais un dîner paisible avec Éléonore. Mais dans ma tête, tout était focalisé sur un unique objectif, obtenir la preuve. En tant qu'architecte, je déteste les approximations. Pour signaler un défaut structurel, il faut des données précises, des calculs rigoureux. Pour exposer le défaut structurel de leur trahison, la même logique s'appliquait. J'ai commencé par analyser leur schéma de comportement. Les dîners entre amis d'Éléonore. Les rendez-vous clients de Léo. J'ai noté dans un carnet les jours et les heures qui coïncidaient étrangement. Une fois par semaine, le mercredi soir. Et environ 2 samedis après-midi par mois. Telle une maintenance régulière, leurs rendez-vous clandestins se répétaient avec une régularité presque mécanique. À chaque nouvelle entrée dans mon carnet, je sentais mon cœur devenir un peu plus froid, un peu plus dur. Les émotions chaudes comme la tristesse ou la colère s'estompaient, remplacées par une détermination glaciale qui s'installait au centre de mon être. Ce n'était plus un combat pour reconquérir ma femme. C'était une opération de démolition méticuleuse, destinée à faire prendre conscience à ceux qui avaient souillé mon monde du poids de leurs fautes. Le tournant s'est produit un samedi. Julien. Je suis désolée. J'ai un imprévu aujourd'hui. Je dois absolument aller aider une amie. Éléonore m'a dit cela au petit déjeuner. Avec un air contrit. C'est une amie de l'université. Elle ne va pas très bien en ce moment. Elle a besoin de parler. Elle habite un peu loin. Du côté de la Normandie. Je vais devoir y passer la journée. La Normandie. Le mot a résonné dans mon esprit. Une conversation passée m'est revenue en mémoire. Léo. Quelques semaines plus tôt. Se vantant devant nous, j'ai un nouveau client super sympa à Honfleur. On a parlé de photos et de Calvados pendant des heures. Honfleur. En Normandie. Je vois. C'est important. Ai-je répondu avec le sourire parfait du mari compréhensif. Sois prudente sur la route. Elle m'a embrassé sur la joue. A pris son sac et est partie. Visiblement soulagée. L'odeur de son parfum. Un floral légèrement sucré qu'elle portait toujours. A flotté un instant dans l'air. Après avoir regardé sa voiture blanche quitter le garage souterrain, je suis retournée dans mon bureau. Mais impossible de travailler. Je fixais une photo encadrée sur le mur.
Une photo de nous deux, prise le jour où nous avions emménagé dans cet appartement. Je tenais fièrement les clés. Et Éléonore se blottissait contre mon bras, rayonnante de bonheur. À cette époque, nous pensions que notre bonheur serait éternel. Ici. Dans cette boîte de verre et de lumière. Tout cela n'était donc qu'un mensonge? Je me suis levée et je suis descendue au garage. Ma berline était garée à côté de son emplacement vide. Je suis montée à bord, mais sans démarrer le moteur. J'ai simplement allumé le système de navigation. Les voitures modernes, connectées à nos smartphones, enregistrent une quantité de données. Itinéraire, destination, heure de passage. Depuis quelques jours, j'avais discrètement installé un petit traceur GPS dans sa voiture. Un minuscule boîtier magnétique, caché sous le châssis. Il était relié à une application sur mon téléphone. Bien sûr, elle l'ignorait totalement. Mes doigts étaient froids en manipulant l'écran de mon smartphone. J'ai ouvert l'application et l'historique de ses trajets est apparu. Une carte de Paris et de ses environs, quadrillée par les lignes de ses déplacements. Le supermarché, le marché aux fleurs de Rungis, les adresses de ses amis. Et au milieu de ses trajets familiers, un itinéraire inconnu se dessinait nettement. Il correspondait aux jours de ses dîners entre amis ou de ses journées shopping. À chaque fois, l'itinéraire quittait Paris, prenait l'autoroute A13 et convergeait vers un seul et même point. J'ai zoomé sur la destination. C'était un lieu isolé, à quelques kilomètres de la côte normande, près de Honfleur. Sur la carte, un seul bâtiment était indiqué. Le Clos des Murmures. Un hôtel de charme, comme on dit. Un de ces endroits romantiques et discrets, parfait pour les amants. J'ai eu le souffle coupé. Mon cœur est devenu aussi lourd qu'un bloc de béton. J'ai vérifié les dates. Calmement. Mercredi dernier. Le mercredi d'avant. Le samedi du mois passé. L'historique correspondait, à la minute près, aux absences que j'avais consignées dans mon carnet. Dans ma tête, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place avec un clic sonore. Tous les fragments que j'avais ignorés, toutes les anomalies que j'avais refusé de voir, formaient maintenant une image unique et hideuse. Le message de Léo. Le parfum inconnu. Les appels sur le balcon. Ces visites étranges. Tout menait à ce Clos des Murmures. Pendant un long moment, je n'ai plus pensé à rien. Je fixais la lumière froide émise par l'écran de mon téléphone. L'air frais du garage me semblait glacial. Cette maison, que j'avais conçue pour être parfaite, ressemblait maintenant à un mausolée. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Puis, quelque chose s'est brisé en moi. C'était peut-être le dernier reste de confiance que j'avais en elle. Ou peut-être l'illusion d'un monde parfait que je m'étais moi-même construite. Des décombres de cette illusion a émergé une émotion noire et froide. Une colère pure. Mais ce n'était pas une colère explosive, hurlante. C'était une rage silencieuse, insondable, à très basse température. Une fureur implacable, comme une nappe d'eau souterraine qui érode lentement les fondations d'un bâtiment. Il m'avait trahi. Dans ma maison, sous mes yeux, ils m'avaient trompé. Ils avaient profané ce lieu sacré que j'avais mis une vie à bâtir, le transformant en coulisses de leur liaison sordide. Impardonnable. Ce mot unique a pris le contrôle de toutes mes pensées. Mais je n'allais pas la confronter maintenant. Ce serait trop simple. Il pleurerait, s'excuserait, implorerait mon pardon. Et l'affaire serait peut-être étouffée. Une telle fin serait bien trop douce.
indigne de la douleur et de l'humiliation qu'il m'avait infligée. Ce que je voulais, ce n'était pas des excuses. Ce que je voulais, c'était qu'ils réalisent l'ampleur de leur crime et qu'ils sombrent dans le désespoir. Je voulais détruire, de mes propres mains, sous leurs yeux, tout ce qu'ils chérissaient, tout ce qu'ils essayaient de protéger. C'était la seule punition juste. J'ai éteint mon téléphone et je suis sortie de la voiture. Je suis remontée au salon. La lumière de l'après-midi, qui filtrait à travers les baies vitrées, était aussi douce que d'habitude. Mais je ne la voyais plus comme quelque chose de beau. Elle ne faisait que révéler la poussière accumulée dans les coins et le vide béant dans mon cœur. Il fallait établir un plan. Un plan de vengeance parfait. J'ai lancé l'application caméra de mon téléphone et j'ai balayé la pièce du regard. Ce salon, cette cuisine, notre chambre. Cet espace censé être rempli de nos souvenirs était devenu la scène de leur crime. Il fallait donc documenter la scène. Obtenir des images irréfutables qui ne leur laisseraient aucune échappatoire. De minuscules caméras cachées. Des microphones haute performance. Où les placer pour une efficacité maximale ? Mes connaissances d'architecte allaient me servir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La structure des murs ? La disposition des meubles ? L'angle de la lumière ? La réverbération du son. Tout se réorganisait dans ma tête comme un nouveau plan de construction. En fin de journée, Éléonore est rentrée. C'était une super journée ? A-t-elle dit en souriant. Je l'ai regardée avec une expression sereine. Bon retour, Éléonore. Tu dois être fatiguée. Je lui ai préparé une tisane. Elle a accepté ma gentillesse sans la moindre méfiance. Sa naïveté me semblait maintenant grotesque. Elle ne savait pas que dans ma tête, le cahier des charges détaillé pour la démolition de notre mariage était en cours de rédaction. Et que la scène finale se jouerait ici même. Dans cette maison où elle se croyait le plus en sécurité. Je lui ai souri. C'était le sourire le plus parfait, le plus aimant que j'ai jamais composé. Mais derrière mes yeux, une flamme froide brûlait en silence. Le calme avant la tempête. Notre chute subtile était entrée dans sa phase finale. Irréversible. Mon plan s'est mis en marche. Silencieusement et méthodiquement. Ma vie s'est scindée en deux strates distinctes. En surface. Je jouais le rôle du mari parfait. Plus attentionné que jamais. Je prenais soin d'Éléonore. J'écoutais ses histoires sur sa boutique. Je planifiais des week-ends en amoureux. Mon attitude calme et aimante l'a complètement rassurée. Les quelques bribes de méfiance qu'elle avait pu montrer avaient totalement disparu. Mais sous cette surface, j'agissais avec la froideur d'un agent secret. Les caméras espions et les microphones que j'avais commandés sur Internet sont arrivés quelques jours plus tard. Ils étaient minuscules. De la taille d'un ongle. Mettant à profit toutes mes connaissances en architecture, je les ai dissimulés dans les angles morts de l'appartement. Une caméra dans le pot d'une grande plante verte du salon. Sa petite lentille, cachée par le feuillage, avait un angle de vue parfait sur le canapé où nous nous asseyons toujours. Une autre, camouflée en livre, était placée dans la bibliothèque que j'avais dessinée sur mesure. Quant aux microphones, je les ai collés sous la table de la salle à manger et près du canapé. Je savais exactement où ils baisseraient leur garde, où ils laisseraient échapper leurs vraies pensées. J'ai effectué l'installation pendant qu'elle était à un de ses cours de composition florale. Un après-midi en semaine. Je me sentais comme un cambrioleur s'introduisant dans sa propre maison. À chaque étape, ce n'était pas de la culpabilité que je ressentais, mais une sorte d'excitation étrange et froide. Je tenais désormais entre mes mains le scalpel de la vérité. Tu as l'air de bonne humeur ces temps-ci, Julien.
Il t'est arrivé quelque chose de bien? M'a demandé Éléonore un soir. Pendant le dîner. J'ai pris une gorgée de mon vin et j'ai souri. Oui. Notre anniversaire approche. Je réfléchis à la meilleure façon de te surprendre. Ce n'était pas un mensonge. J'étais effectivement en train de préparer la plus grande surprise de sa vie. Et de celle de Léo. La première récolte a eu lieu 3 jours après l'installation des caméras. C'était un mercredi après-midi. Je prétendais travailler dans mon bureau à la maison. Mais en réalité, je surveillais en temps réel les images de la caméra du salon sur mon ordinateur. La sonnette a retenti. Le visage de Léo est apparu sur l'écran de l'interphone. Éléonore est allée lui ouvrir avec une familiarité qui m'a glacé le sang. « Julien est là ?» a demandé Léo à voix basse. « Oui. Dans son bureau. Il est très concentré. Il ne sortira pas avant un bon moment. » La voix d'Éléonore était un murmure complice. Ils se sont assis sur le canapé. Notre canapé. Celui où Éléonore et moi regardions des films presque tous les soirs. Au début, leur conversation était banale. Léo se plaignait de son travail. Ils échangeaient des ragots sur des connaissances communes. Mais peu à peu, leur distance physique a diminué. Et le ton de leur voix est devenu plus doux, plus intime. Je pouvais tout entendre grâce aux écouteurs que je portais. Dit Éléonore. Mercredi dernier. C'était vraiment magique. La voix de Léo était rauque. Il a posé sa main sur la sienne. Éléonore ne l'a pas retirée. Elle a simplement baissé les yeux. L'air faussement pudique. Arrête. Léo. Si Julien nous surprenait. Ne t'inquiète pas. Le grand architecte est bien trop occupé à admirer son monde parfait pour voir ce qui se passe sous son nez. Il est tellement prévisible. Il ne voit rien. Ces mots m'ont transpercé comme une lame de couteau. Prévisible. Oui. Je l'étais. J'avais confiance en elle. Je croyais en la perfection de notre monde. Et cette confiance, pour eux, n'était qu'une preuve de ma naïveté. Un bouclier pratique derrière lequel ils pouvaient se cacher. Sur l'écran, Léo a passé son bras autour des épaules d'Éléonore et s'est approché de son visage. J'ai retenu ma respiration, les yeux rivés sur le moniteur. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne voulais pas voir. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. C'était cela? La vérité que j'avais cherchée. Leurs lèvres se sont touchées. Ce fut un baiser long et passionné. Je découvrais une facette d'elle que j'ignorais totalement. Une Éléonore sensuelle, ardente. Dans ma maison. Sur mon canapé. Ma femme. Avec mon frère. Inconsciemment, j'ai serré la souris de l'ordinateur si fort que les articulations de mes doigts sont devenues blanches. Ce qui m'a submergé avant la colère, c'était un sentiment de néant absolu. L'Éléonore que j'avais aimée n'existait nulle part. La famille que j'avais essayé de protéger n'avait peut-être jamais existé. Cette maison que j'avais conçue n'était qu'une ruine vide. Une carcasse magnifique. Leur trahison ne s'est pas arrêtée là. Ils ont chuchoté. Ils ont ri. Et ils se sont moqués de moi. Julien est tellement gentil en ce moment. Ça en devient presque inquiétant. Tu ne trouves pas? A dit Éléonore en gloussant. Il doit être obsédé par notre anniversaire. Tu le connais? Il est tellement sérieux avec ce genre de choses. Eh bien, c'est grâce à son sérieux qu'on peut se voir tranquillement, a répliqué Léo. Ils se sont regardés et ont ri de nouveau. J'ai cliqué sur le bouton d'enregistrement. Cette vidéo, ce son, seraient mes atouts maîtres.
La preuve irréfutable qui exposerait au grand jour l'édifice de leurs mensonges. À partir de ce jour, je n'ai plus ressenti la moindre fluctuation émotionnelle. La tristesse, la jalousie, même la colère. Tout me semblait lointain, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Mon esprit était devenu complètement silencieux. Un silence de mort, comme après le passage d'un ouragan. Je continuais à rassembler des preuves. Mécaniquement. Leurs rendez-vous se sont poursuivis. Une fois par semaine. Et à chaque fois, les enregistrements de leur trahison s'accumulaient sur mon ordinateur. Les emails de confirmation de réservation pour le Clos des Murmures. Des photos que j'avais demandé à un détective privé de prendre. Les montrant marchant main dans la main dans les rues de Honfleur. Et bien sûr, les vidéos de leurs ébats sordides dans ma propre maison. J'ai rassemblé toutes ces données dans un seul dossier, protégé par un mot de passe complexe. Je l'ai nommé « Plan de démolition ». Le jour de l'exécution, le jour J, a été fixé à l'anniversaire de Martine. Elle qui avait été si heureuse de notre mariage, qui me traitait comme son propre fils. Pour elle, notre couple heureux était la plus grande fierté de sa vie. C'est précisément pour cette raison que je devais lui prouver, devant elle, que cette fierté reposait sur un mensonge. C'était cruel. Je le savais. Mais une vengeance à moitié exécutée n'a aucun sens. Ce qu'il craignait le plus de perdre, c'étaient les apparences. Leur masque de « bonne fille » et de « bon frère ». Et j'allais leur arracher ce masque de la manière la plus spectaculaire possible. 2 semaines avant l'anniversaire de Martine, j'ai fait ma proposition à Éléonore. Et si on organisait la fête d'anniversaire de ta mère à la maison cette année? Je cuisinerai. On invitera Léo. Et on fêtera ça tous ensemble. Éléonore a semblé un peu surprise. Mais elle a rapidement accepté avec enthousiasme. Oh! Quelle merveilleuse idée! C'est toi qui cuisines? Maman va être tellement heureuse. Elle ne se doutait de rien. Elle croyait simplement à une nouvelle attention charmante de la part de son mari aimant. Son innocence, désormais, m'exaspérait. J'ai contacté Léo personnellement. Samedi en 8, on fait une fête surprise pour l'anniversaire de Martine ici. Tu viens? Bien sûr. Au téléphone, j'ai senti son hésitation. Ah bon? C'est toi qui organises? C'est rare. Il faut bien. Un peu de vie de famille. Ça ne fait pas de mal. Éléonore est très excitée à cette idée. J'ai délibérément insisté sur le nom d'Éléonore. Léo est resté silencieux un instant. Puis a répondu, d'accord. J'y serai. Lui aussi venait de mettre le pied dans mon piège. Les préparatifs de la fête ont avancé. J'ai conçu le menu. Listé les ingrédients. Planifier la décoration. C'était comme dessiner les plans d'une nouvelle maison, précis. Méticuleux. Calculé. Éléonore, en me voyant si investie, était aux anges. Merci. Julien. Vraiment. J'ai l'impression de revivre les premiers temps de notre mariage. Elle a passé ses bras autour de ma taille par derrière. Je n'ai rien ressenti. Mon corps était comme un bloc de glace. La veille de la fête. J'avais tout préparé. Assis dans mon bureau. Je vérifiais une dernière fois la vidéo spéciale que j'avais montée. C'était une compilation habile des preuves que j'avais recueillies. Organisée de manière chronologique. La vidéo commençait par des images heureuses de notre mariage. Puis, sur une musique de plus en plus inquiétante, des indices de leur trahison apparaissaient, le texto, les photos volées devant l'hôtel.
Le point culminant serait la séquence vidéo de leurs ébats. Très explicite. Filmée dans notre salon. J'ai lancé la lecture. Le son de leur chuchotement, de leur rire moqueur à mon sujet, emplissait mes écouteurs. Les images de leur trahison immonde défilaient sur l'écran. Mon cœur était étrangement calme. Demain, quand cette vidéo serait projetée sur le grand écran du salon, quel visage ferait-il? Éléonore? Léo? Et Martine? L'innocente Martine? À cette pensée, un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Oui. C'était la bonne méthode. La fin parfaite pour le monde parfait que j'avais conçu. Une démolition silencieuse, élégante et totale. Le rideau allait se lever sur le dernier acte de ma vengeance. Le matin du jour J est arrivé avec une douceur ironique. Le ciel était d'un bleu pur, et la lumière d'automne qui pénétrait par les baies vitrées dessinait des formes géométriques parfaites sur le sol du salon. Un temps idéal pour la scène que j'avais méticuleusement préparée. Bonjour. Julien. Tu as l'air un peu nerveux. Non. Éléonore, debout dans la cuisine, m'a interpellée avec un sourire amusé. Pour la fête de ce soir, elle portait une nouvelle robe bleu pâle. C'était une couleur que je lui avais dit un jour qu'elle lui allait à merveille. Un peu. Oui. Je suis juste un peu stressée à l'idée que tout soit parfait pour ta mère. Je lui ai répondu en buvant une gorgée de mon espresso. Ce n'était pas entièrement faux. J'étais nerveux. Mais ce n'était pas le trac d'un chef qui craint de rater son plat. C'était la tension froide de celui qui attend le résultat de la destruction qu'il a lui-même orchestrée. Cela ressemblait à l'attente d'un ingénieur avant la démolition contrôlée d'un bâtiment qu'il a lui-même conçu. À partir de midi, je me suis enfermée dans la cuisine. En silence, je me suis mis à cuisiner. Un bœuf Wellington, des coquilles Saint-Jacques poêlées, une terrine de légumes de saison. Le menu était entièrement composé des plats préférés de Martine. Éléonore est restée à mes côtés, préparant la salade, dressant la table, m'aidant avec une efficacité dévouée. De temps en temps, elle s'arrêtait pour me regarder, un sourire heureux aux lèvres. Je suis tellement heureuse de t'avoir épousé. Julien. Un mari comme toi. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ces mots ne m'atteignaient plus. C'était comme écouter une langue étrangère dont je ne comprenais pas le sens. Je me contentais de hocher la tête, impassible, et de continuer ma tâche. Dans mon esprit, le déroulé de la soirée était simulé à la seconde près. 17 heures. À l'heure convenue, la sonnette a retenti. Sur l'écran, j'ai vu le visage radieux de Martine, accompagné d'un Léo à l'expression légèrement crispée. Voilà les invités d'honneur, ai-je dit à Éléonore avec un clin d'œil. J'ai ouvert la porte. Martine. Joyeux anniversaire. Léo. Merci d'être venu. J'arborais le sourire parfait du gendre idéal et du grand frère attentionné. Oh. Julien. Merci. Organiser une si belle fête pour moi. C'est trop. Martine était visiblement émue. Léo a tendu un petit bouquet de fleurs à sa mère en marmonnant « Joyeux anniversaire ». Maman. Tout en me jetant un regard en biais. J'ai cru déceler dans ses yeux une pointe de curiosité et une once de culpabilité. Mais il était trop tard. Il était déjà au centre de mon piège. En entrant dans le salon, Martine a poussé un cri d'admiration en voyant la table dressée. C'est magnifique. On se croirait dans un grand restaurant. C'est toi qui as préparé tout ça? Julien? Oui. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. À mes mots.
Martine a eu les larmes aux yeux. Éléonore a tellement de chance. Avoir un mari si merveilleux. Je suis si rassurée. Ma chérie. En entendant cela, Éléonore a souri fièrement, tandis que Léo baissait les yeux, mal à l'aise. Quelle farce ridicule. J'ai ricané intérieurement en ouvrant une bouteille de champagne. Alors, à la santé et au bonheur de Martine. Tchin. Nos 4 verres se sont entrechoqués dans un tintement cristallin. La fête a commencé dans une ambiance chaleureuse. Du moins, en apparence. Martine s'est lancée dans des récits du passé. Les bêtises d'Éléonore quand elle était petite. L'impression que je lui avais faite lors de notre première rencontre. Chacune de ces paroles était une épine qui s'enfonçait dans mon cœur. Mais mon visage restait serein. J'acquiesçais. Je plaisantais. Je faisais rire l'assemblée. Personne ne semblait remarquer mon jeu d'acteur parfait. Léo était plus silencieux que d'habitude. Il observait mes réactions, jetant de temps à autre un regard suppliant à Éléonore. Pour le rassurer, elle a discrètement attrapé sa main sous la table. Je n'ai pas manqué ce geste. L'objectif de ma caméra, dissimulé dans la plante verte, devait être en train de capturer cette preuve flagrante de leur complicité abjecte. Le dîner s'est poursuivi. Le moment du dessert est arrivé. J'avais préparé un Paris-Brest, le gâteau préféré de Martine. Son visage, lorsqu'elle a soufflé les bougies, était empli d'une joie pure. En voyant ce sourire innocent, une fraction de seconde, la culpabilité a effleuré mon esprit. J'étais sur le point de détruire le bonheur de cette femme. Mais ce sentiment a disparu aussi vite qu'il était venu. Le regard que j'ai surpris entre Éléonore et Léo, de l'autre côté de la table, a raffermi ma résolution. Ils n'avaient pas seulement volé mon bonheur. Ils avaient aussi piétiné la confiance et l'amour de cette mère bienveillante. Ils méritaient leur châtiment. Le gâteau a été servi. Le café aussi. La fête touchait à sa fin. C'était le moment. Je me suis levée lentement. Mes chers amis, j'ai une autre surprise. Un cadeau pour Martine. Tous les regards se sont tournés vers moi. Oh. Encore? A dit Martine. Les yeux brillants comme une enfant. Qu'est-ce que c'est? A demandé Éléonore. Le visage plein d'attente. Seul Léo avait une expression méfiante. J'ai baissé légèrement l'intensité des lumières du salon et j'ai allumé le grand téléviseur mural. J'ai préparé une petite vidéo souvenir. On va la regarder tous ensemble. J'ai pris la télécommande et je leur ai fait signe de s'installer sur le canapé. Martine s'est assise au premier rang. Ravie. Éléonore s'est blottie contre moi. Et Léo s'est assis à côté d'elle, en gardant une petite distance. L'écran s'est allumé. J'ai placé mon doigt sur le bouton « Play ». Mon cœur a eu un battement sourd et puissant. C'était l'heure. Le point culminant de ma pièce de théâtre, dont j'étais à la fois l'auteur, le metteur en scène et l'acteur principal, allait commencer. J'ai jeté un regard à Éléonore. Elle avait les yeux mi-clos, rêvant déjà au heureux souvenir qui allait être projeté. Son ignorance a achevé d'anéantir les derniers vestiges de ma conscience. C'est parti, ai-je annoncé doucement. Et sans la moindre hésitation, j'ai appuyé sur le bouton. Les premières images étaient celles de notre mariage. Éléonore dans sa robe blanche. Moi en smoking. Nos sourires radieux. Oh! Que de souvenirs! A murmuré Martine. Émue. Une musique classique émouvante accompagnait les images. La vidéo a continué avec notre lune de miel, puis des scènes de notre vie quotidienne dans cet appartement.
Éléonore cuisinant pour moi. Moi. Lui séchant les cheveux. L'image d'un couple idéal que tout le monde envierait. Éléonore a posé doucement sa tête sur mon épaule. Merci. Julien. C'est une vidéo magnifique. Sa voix tremblait d'émotion. Je n'ai rien répondu. Fixant l'écran. Le calme avant la tempête était sur le point de se terminer. Et le moment est arrivé. L'écran est devenu noir. La musique a été remplacée par un grésillement inquiétant. A fait Éléonore. Surprise. L'instant d'après, l'image de notre salon est apparue à l'écran. Mais ce n'était pas un couple heureux qu'on y voyait. C'était Éléonore et Léo. S'embrassant avec une ferveur animale sur le canapé. L'atmosphère de la pièce s'est figée instantanément. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Martine n'était qu'un filet. Incrédule. Éléonore, en voyant son image à l'écran, est restée bouche bée. Paralysée. Son visage est devenu blanc comme de la porcelaine. Léo, lui, semblait s'être transformé en statue de pierre. Ses yeux étaient rivés sur l'écran. La vidéo continuait. Impitoyable. Les enregistrements de leur rencontre. Leur conversation secrète. Leur moquerie à mon sujet. Ne t'inquiète pas. Le grand architecte est bien trop occupé à admirer son monde parfait pour voir ce qui se passe sous son nez. La voix de Léo a résonné clairement dans les enceintes. Julien est tellement gentil en ce moment. Ça en devient presque inquiétant. Tu ne trouves pas? Le rire aigu d'Éléonore a suivi. Martine a commencé à trembler de tout son corps. Son regard allait de l'écran à sa fille, puis à Léo, avec une expression d'horreur absolue. Et puis, la vidéo a montré la scène finale. L'après-midi de quelques jours plus tôt. Alors qu'ils me croyaient enfermé dans mon bureau. Ils étaient là. Sur le canapé. Les vêtements en désordre. Leurs corps enlacés. Le son avait été coupé. Mais les images étaient suffisamment explicites pour que personne ne puisse douter de ce qu'ils faisaient. Ah! Ah! Un grognement étranglé est sorti de la bouche de Martine. L'instant d'après, comme une poupée désarticulée, elle s'est effondrée sur le sol. Maman! Éléonore a poussé un cri strident en se précipitant vers elle. Mais Martine ne réagissait pas. Léo, lui, restait debout, le visage livide. J'ai observé ce tableau infernal avec des yeux froids. Ma main qui tenait la télécommande ne tremblait pas. L'écran de la télévision continuait de diffuser. Des photos de notre mariage défilaient en silence. Comme un diaporama macabre. Et à la fin, sur un fond noir, des lettres blanches sont apparues. Joyeux 5e anniversaire de mariage. Éléonore. C'était mon dernier message pour eux. Le silence fut brisé par le hurlement d'Éléonore. Noun. C'était un cri bestial. Inhumain. Accroché au corps inerte de sa mère. Elle tremblait de tout son être. Mais ses yeux n'étaient pas tournés vers Martine. Ils étaient fixés sur moi. Qui me tenait debout dans un coin de la pièce. Dans son regard se mêlait la terreur. La haine. Et un désespoir absolu. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Julien. Sa voix était accusatrice. Comme si le coupable. C'était moi. Même à cet instant. Face à la catastrophe. Elle refusait d'admettre sa propre faute. Cette attitude a fait céder la dernière digue en moi. J'ai éteint la télévision. La pièce est retombée dans la pénombre de l'éclairage indirect. Ce silence rendait l'écho de la scène infernale encore plus assourdissant. Léo était toujours prostré contre le mur.
Le visage d'une pâleur fantomatique. Son regard était vide. Perdu dans le vague. La bouche entr'ouverte. Il respirait par saccades. Toute son assurance. Toute sa confiance arrogante s'était évaporée. Il ne restait plus qu'un enfant terrifié. Je me suis approché d'eux lentement. Le bruit de mes pas sur le parquet résonnait sinistrement dans le silence. En me voyant approcher, Éléonore a reculé. Effrayée. « Tu es un monstre », a-t-elle murmuré d'une voix tremblante. Un monstre. J'ai parlé pour la première fois. Ma voix était calme. Plate. Ce qui m'a surpris moi-même. Qui est le monstre? Éléonore? Toi. Qui couchait avec mon propre frère dans la maison que j'ai construite pour nous? Dans notre lit? Ou moi? Qui ait simplement révélé la vérité? Mes mots étaient comme des éclats de verre. Elle n'a rien trouvé à répondre. Ses lèvres tremblaient sans émettre un son. Julien. Ce n'est pas, a soudainement commencé Léo d'une voix éraillée. Ce n'est pas quoi? Léo? Tu pensais que j'étais un imbécile aveugle? Tu pensais que je ne remarquerais rien? Tu t'es joué de moi. Et tu as profané ma femme. Était-ce la seule façon que tu as trouvée pour apaiser ton complexe d'infériorité? Je l'ai attrapé par le col de sa chemise. Il n'a opposé aucune résistance. Son corps a vacillé. Frangin. Pardon. Je suis vraiment désolée. Il s'est mis à pleurer comme un enfant, répétant ces mots vides de sens. Mais ses excuses ne pouvaient plus atteindre mon cœur gelé. À quoi bon s'excuser maintenant? Ce qui a été brisé ne peut être réparé. Je l'ai repoussé. Il est tombé mollement sur le sol. C'est à ce moment-là que Martine, toujours allongée par terre, a gémi et a lentement ouvert les yeux. Point Éléonore. Sa voix était terriblement faible. Maman. Maman. Ça va? Éléonore s'est penchée sur elle, la secouant désespérément. Martine l'a regardée avec des yeux vagues. Puis son regard a balayé la pièce, se posant sur Léo, effondré, et sur moi, debout et glacial. Les images de la vidéo ont dû ressurgir dans son esprit. Une larme a silencieusement coulé de ses yeux. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je t'en prie. Éléonore. C'était une supplique. La dernière prière d'une mère qui refuse de croire que sa fille chérie puisse être capable d'une telle chose. Mais Éléonore ne pouvait pas répondre. Elle a baissé la tête, fuyant le regard interrogateur de sa mère. Son silence était la plus éloquente des confessions. Le visage de Martine s'est tordu de désespoir. D'une main tremblante, elle a repoussé le bras de sa fille. Point, touche-moi pas. Tu es sale. Sa voix était un murmure rauque, chargé de dégoût. Tu n'es pas ma fille. Qui es-tu? Pour Éléonore, ces mots ont dû être la plus cruelle des lames. Elle a laissé échapper un petit cri étranglé et s'est effondrée, anéantie par le rejet de sa mère. La pièce était remplie des sanglots et des soupirs désespérés de 3 personnes. C'était l'épilogue parfait que j'avais conçu. Chacun, à sa manière, payait le prix de ses péchés. Je les regardais d'en haut, sans la moindre émotion. Ni tristesse, ni joie, ni même le sentiment du devoir accompli. Il n'y avait qu'un vide immense qui s'étendait dans ma poitrine. Ma vengeance était terminée. Mais je n'y avais rien gagné. J'étais, moi aussi, l'une des victimes de cette tragédie. Je suis allée dans mon bureau et j'en suis revenue avec un document. Je l'ai posé doucement sur la table basse du salon. C'était la demande de divorce que j'avais déjà signée et datée. Éléonore, ai-je dit calmement à la femme qui pleurait à mes pieds.
Notre histoire se termine ce soir. Je te laisse la maison. Cette magnifique prison que j'ai conçue. Et où nous avons vécu ensemble. Tu pourras y vivre pour le reste de tes jours? Seul. Face à tes fautes. J'avais coché la case indiquant que je ne demandais aucune prestation compensatoire. Je ne voulais pas de son argent. Je voulais qu'elle soit condamnée à une peine bien plus lourde, le regret éternel. Non. Je t'en prie. Julien. Ne fais pas ça. Réfléchis. Pour la première fois. Éléonore a imploré mon pardon. Elle a rampé jusqu'à moi et s'est agrippée à mon pantalon. C'est moi. J'ai été stupide. Je ne le referai plus. Je te le jure. Je ne verrai plus jamais Léo. S'il te plaît. Ne m'abandonne pas. Elle était pitoyable. Mais mon cœur est resté de marbre. Il est trop tard. Éléonore. C'est toi qui as tout détruit. Absolument tout. J'ai repoussé sa main avec froideur. Puis je me suis tournée vers Martine. Qui était maintenant assise par terre. Soutenue par Léo. Le regard vide. Martine. Je suis sincèrement désolée. Je suis désolée que les choses se terminent ainsi. Je n'ai pas su être à la hauteur. Je me suis inclinée profondément devant elle. Martine n'a rien dit. Elle me fixait avec des yeux vides, continuant de pleurer en silence. Était-ce des larmes de déception pour sa fille? Ou de pitié pour moi? Je ne le saurai jamais. J'ai pris mon portefeuille et mon téléphone. Je les ai glissés dans ma poche. Et sans un regard en arrière, je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Attends. Julien. Ne pars pas. Le cri déchirant d'Éléonore a résonné dans mon dos. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai ouvert la porte. L'air frais de la nuit a caressé mon visage. J'ai levé les yeux. Le ciel était rempli d'étoiles. Un contraste saisissant avec l'enfer confiné que je laissais derrière moi. J'ai jeté un dernier regard à l'appartement. La lumière chaude qui filtrait par les fenêtres donnait l'illusion d'un foyer heureux. Mais j'étais le seul à savoir ce qui venait de se passer à l'intérieur. J'ai fermé la porte doucement. Le déclic sec de la serrure a marqué la rupture définitive entre moi et le monde que j'avais autrefois aimé. Ma chute subtile était terminée. Et ce qui commençait maintenant? C'était un long et solitaire voyage pour tenter de rassembler les morceaux de moi-même au milieu des décombres. La maison que j'avais quittée était le premier bâtiment que j'avais conçu et que je n'habiterais jamais. C'était une structure parfaite, mais sans fondation. Comme notre amour. Je suis partie sans savoir où j'allais. Je marchais dans les rues de Paris. Une ville qui m'était soudain devenue étrangère. Les lumières des cafés. Les rires des passants. Tout me semblait appartenir à un autre monde. Un monde dont j'avais été bannie. J'ai marché jusqu'à la gare de Lyon. J'ai pris le premier train vers le sud. Sans même regarder la destination. Assis près de la fenêtre. Je regardais le paysage nocturne défiler. Une succession d'ombres et de lumières fugaces. Chaque lumière dans une maison était un symbole de chaleur. De famille. Une chaleur que j'avais moi-même anéantie. Le train m'a déposé dans une petite ville de Provence. Avant l'aube. L'air était doux. Parfumé de lavande et de thym. Je n'étais jamais venue ici. C'était parfait. Un lieu sans souvenir. J'ai trouvé un petit hôtel modeste et j'y suis restée plusieurs jours. Enfermée dans ma chambre. Dormant la plupart du temps. Un sommeil lourd. Sans rêve. C'était comme si mon corps et mon esprit tentaient d'échapper à la réalité en s'éteignant. Quand je suis finalement sortie. Le soleil de Provence m'a aveuglée. J'ai marché dans les ruelles d'un vieux village perché. Les maisons en pierre. Les volets colorés. Les géraniums aux fenêtres.
Tout ici était imparfait, organique, vivant. C'était l'opposé de mon esthétique, de ma philosophie. Et pourtant, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une forme d'apaisement. Ma vengeance avait été totale, chirurgicale. J'avais exposé la vérité. J'avais puni les coupables. Mais après, qu'est-ce qu'il me restait? Une liberté amère. Un vide immense. J'avais gagné la guerre, mais j'avais tout perdu dans la bataille. Ma maison, ma femme, ma famille. Et une partie de moi-même. L'architecte en moi, celui qui construisait, avait été supplanté par le démolisseur. Et je ne savais pas comment reconstruire à partir de rien. Cette nuit-là, la nuit où j'ai quitté Paris, je n'ai rien ressenti d'autre qu'un vide immense. Je suis montée dans un train sans destination, fuyant la ville, fuyant les ruines de ma vie. Je me suis réveillée dans une petite ville de la côte normande. Le ciel était gris, bas, et l'odeur salée de la mer imprégnait l'air. C'était un paysage à l'image de mon âme, désolée et infinie. J'ai loué une chambre modeste dans un vieil immeuble en briques qui donnait sur le port. De ma fenêtre, je pouvais voir les bateaux de pêche rentrer le soir, leur lumière se balançant doucement sur l'eau sombre. Les premiers mois ont été un brouillard. Je ne contactais personne. Mon téléphone est resté éteint pendant des semaines. Tout mon matériel d'architecte était resté à l'agence parisienne. Je pensais que je ne dessinerais plus jamais. Mes doigts avaient oublié la passion de créer. Mon existence se résumait à des gestes mécaniques. Manger du pain et du fromage achetés à l'épicerie du coin. Marcher sur la plage pendant des heures. Le vent glacial fouettant mon visage. Les nuits blanches. Je restais assis dans le noir, à écouter le bruit régulier et mélancolique de la corne de brume. Parfois, je faisais des cauchemars. Le hurlement d'Éléonore. Les larmes de Martine. Le ricanement de Léo. Je me réveillais en sueur, le cœur battant. Ma vengeance était accomplie. Mais ces fantômes me hantaient. J'avais tout perdu. Ma famille. Ma maison. Mais aussi l'homme que je croyais être. Ce Julien Dubois. Logique. Calme. Maître de son univers. Cet homme-là avait été consumé par la jalousie et la haine. Et avait orchestré la destruction des êtres qu'il avait le plus aimés. Mon cœur était enseveli sous les décombres que j'avais moi-même provoqués. Un jour, un ami de Paris, mon ancien associé, m'a retrouvé. Il s'appelait Kenji. Un homme discret et loyal. Il n'a pas posé de questions. Il s'est juste assis avec moi dans un café du port. L'agence va bien, m'a-t-il dit. Mais elle a besoin de toi. Je ne peux pas. Kenji. Je n'ai plus rien à construire. Peut-être que tu dois commencer par quelque chose de petit. A-t-il suggéré doucement. Pas une tour de verre. Juste. Une cabane. Après son départ, ces mots sont restés en moi. Une cabane. Le changement a commencé au printemps. La propriétaire de mon immeuble, une vieille dame aux mains ridées par le sel, m'a offert un jour un bouquet de fleurs sauvages cueillies sur les falaises. Vous avez mauvaise mine, jeune homme. Il faut laisser le soleil entrer un peu. Sa gentillesse simple, sans artifice, a touché une corde sensible dans mon cœur gelé. Ce jour-là, pour la première fois, je suis sortie avec un but. J'ai marché le long de la côte, jusqu'à un phare abandonné qui se dressait au bout d'une jetée. Il était vieux, rouillé par les embruns, les vitres de sa lanterne brisées.
Mais il tenait bon face aux tempêtes. Il avait une sorte de beauté brute, obstinée. J'ai commencé à y revenir tous les jours. Assis sur les rochers, je le regardais. J'ai appris son histoire. Il avait été désaffecté depuis des décennies. La commune voulait le raser, mais un groupe de vieux marins s'y opposait, sans avoir les moyens de le sauver. Un soir, je suis rentré et j'ai acheté un carnet et un crayon. Pour la première fois depuis des mois, je me suis assis à une table pour dessiner. Mes mains tremblaient. La première ligne que j'ai tracée était hésitante, tordue. Mon corps refusait de créer. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé au phare. À sa solitude. À sa force silencieuse. Et j'ai recommencé à dessiner. Ce que j'ai dessiné n'était pas un projet grandiose. C'était un plan de rénovation pour ce vieux phare. Je n'ai pas cherché la perfection. J'ai imaginé comment préserver son caractère, ses cicatrices, tout en lui donnant une nouvelle vie. Un petit café au rez-de-chaussée. Une bibliothèque à l'étage, avec de larges fenêtres pour lire en regardant la mer. Au sommet, la lanterne serait réparée et transformée en un petit observatoire. Ce n'était pas une architecture de la fonctionnalité pure. C'était un projet pour abriter les âmes, les souvenirs, la communauté. J'étais absorbé par mon dessin. J'ai travaillé toute la nuit, remplissant des pages et des pages de croquis. C'était un travail désespéré pour retrouver une partie de moi-même. Je ne pourrai jamais effacer le mal que j'ai fait. Mais peut-être, dans le reste de ma vie, pourrais-je construire à nouveau un lieu de chaleur pour les gens. C'était ma seule voie possible de rédemption. Quelques semaines plus tard, avec mes croquis sous le bras, je suis allé à la mairie. J'ai demandé à voir le responsable du comité des vieux marins. Je me suis présenté simplement comme « Julien », un architecte de passage. Le vieil homme, un ancien capitaine au visage buriné, a regardé mes dessins avec méfiance, puis avec un intérêt croissant. C'est exactement ce qu'il lui faut, a-t-il dit d'une voix rauque. Vous avez compris son âme. Mon projet a été accueilli avec surprise et enthousiasme. Les fonds manquaient cruellement. Mais l'énergie était là. Nous avons lancé une collecte de fonds locale. J'ai versé anonymement une grande partie de mes économies. J'ai contacté Kenji pour qu'il m'aide à obtenir des matériaux à prix coûtant. Personne ne savait qui j'étais vraiment. J'étais juste Julien, l'architecte qui voulait sauver le phare. Quand les travaux ont commencé, j'ai mis un bleu de travail et j'ai rejoint les bénévoles. J'ai appris à poser des briques, à mélanger du mortier, à poncer du bois, travailler avec mes mains. Sentir la matière était une expérience nouvelle. Ce n'était pas seulement transposer une idée abstraite en réalité. C'était insuffler de la vie dans la matière, aux côtés d'autres personnes. Le chantier était rempli de rire et de camaraderie. À midi, on partageait le pain et la soupe que les femmes des marins nous apportaient. J'avais oublié ce qu'était la solitude. J'avais trouvé une nouvelle forme de famille. Pas celle du sang, mais celle du cœur, unie par un projet commun. 2 ans ont passé depuis cette nuit à Paris. En ce jour de printemps, alors qu'une brise douce apportait l'odeur de la mer, le « phare des histoires » a été inauguré. La petite bibliothèque était remplie d'enfants qui lisaient, assis sur de gros coussins. Le café était animé par les conversations des habitants. Au sommet, un couple de touristes regardait l'horizon à travers la longue vue. C'était la scène que j'avais imaginée. Non. C'était encore mieux. Je me tenais un peu à l'écart, regardant ce tableau vivant avec un sentiment de plénitude calme et profonde.
Ma faute n'était pas effacée. Les blessures que j'avais infligées ne guériraient peut-être jamais. Mais ici, aujourd'hui, j'avais construit quelque chose de nouveau. Au bout de la destruction, j'avais réussi à créer un modeste lieu de renaissance. Julien. C'était la voix de la vieille dame. Ma propriétaire. Elle m'a tendu une lettre. Ça a été déposé pour vous à la poste. L'enveloppe était simple. Pas d'adresse d'expéditeur. Mais j'ai reconnu l'écriture. Élégante. Arrondie. L'écriture d'Éléonore. Je me suis assis sur un banc face à la mer. Le bruit des vagues se brisant doucement sur les galets. La foule célébrait encore l'ouverture du phare derrière moi. Mais leur joie me parvenait comme un écho lointain. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier, pliée en deux. Julien. Je ne sais pas si cette lettre te parviendra un jour. Je ne sais même pas si tu la liras. Après cette nuit-là, j'ai quitté l'appartement. Il était trop grand, trop froid, trop plein de fantômes. Maman a survécu à sa crise cardiaque. Mais quelque chose s'est brisé en elle. Elle ne veut plus me voir. C'est normal. C'est le prix à payer. Je n'ai plus jamais revu Léo. Je ne sais pas où il est. Ni ce qu'il fait. Et je ne veux pas le savoir. Notre histoire n'était qu'un feu de paille. Né de l'ennui et de la lâcheté. Dans l'ombre de ton monde parfait. Il s'est éteint aussi vite qu'il s'est allumé. Ne laissant que des cendres amères. Aujourd'hui, je vis dans un petit village en Provence. Je travaille dans une ferme horticole. Je passe mes journées les mains dans la terre, à m'occuper des fleurs. C'est un travail humble, physique. Et parfois, j'ai l'impression que cela nettoie un peu mon âme. Je ne te demande pas de me pardonner. Je n'en ai pas le droit. Je voulais juste que tu saches. Que tu saches que je comprends. Maintenant, l'immensité de ma faute. La valeur de ce que je t'ai pris. De ce que j'ai détruit. C'est une douleur qui ne me quitte jamais. Un poids que je porte chaque jour. Les années que j'ai passées avec toi. Dans cette maison magnifique que tu avais créée pour nous. Ont été. Sans aucun mensonge. Les plus heureuses de ma vie. Je porterai toute ma vie le fardeau d'avoir anéanti ce bonheur de mes propres mains. J'espère seulement que toi, tu as réussi à avancer. Tu as un talent merveilleux pour rendre le monde plus beau. J'espère sincèrement que plus jamais quelqu'un comme moi ne viendra assombrir ta lumière. Adieu. Éléonore. Quand j'ai fini de lire, une larme a roulé sur ma joue. Ce n'était pas une larme de colère ou de tristesse. Il n'y avait même plus de haine. Juste l'acceptation silencieuse d'un temps que nous avions partagé. Et du fait qu'il ne reviendrait jamais. Elle aussi, de son côté, faisait face à ses démons. Elle aussi, à sa manière, essayait de reconstruire quelque chose à partir des ruines. C'était bien ainsi. Nos chemins ne se croiseraient plus jamais. C'était ainsi que cela devait être. J'ai soigneusement plié la lettre et je l'ai glissée dans la poche de ma veste. Je me suis levée et j'ai regardé une dernière fois l'intérieur du phare. Les rires des enfants me parvenaient, portés par la brise. Je me suis tournée vers la mer et j'ai pris une profonde inspiration. L'air salin a rempli mes poumons. Purifiant. Vivifiant. Ma chute silencieuse et subtile m'avait tout pris. Mais au milieu des décombres, j'avais peut-être trouvé l'essentiel. Une vérité qui ne se trouve pas dans la perfection calculée, mais dans la chaleur du désordre humain. La conscience qu'après la destruction, il y a toujours la possibilité d'une renaissance. Le ciel au-dessus de moi était d'un bleu infini.
J'ai redressé les épaules et j'ai commencé à marcher le long de la jetée, retournant vers la petite ville qui était devenue mon refuge. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas si j'étais guérie. Probablement pas. Certaines blessures laissent des cicatrices à vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne regardais plus en arrière. Je marchais vers la lumière. Et sur mon visage, il y avait l'ébauche d'un sourire. Un sourire calme, apaisé. Le sourire d'un homme qui a appris que les plus belles structures ne sont pas celles qui ne présentent aucune fissure, mais celles qui ont su résister à la tempête et qui portent fièrement les marques de leur histoire. Mon histoire, la mienne, ne faisait que commencer.